Donc, je vais pouvoir démarrer ce webinaire qui est sur la rémunération de notaire dans le mandat de protection future. Moi, je suis avocate et également présidente de Droit Quotidien LegalTech, qui est une société qui est spécialisée dans le mandat de protection future. On a créé un programme d'accompagnement sur le sujet. On fait partie d'un groupe qui, depuis 29 ans, facilite l'accès au droit pour les citoyens. Et donc, nous, en France, on a choisi de se consacrer au sujet du mandat de protection future. Donc, en fait, ce webinaire, il va se découper en 3 parties. Il va concerner, dans un premier temps, la rémunération du notaire sur la partie rédaction du mandat. Sur la deuxième partie, on parlera plutôt de la rémunération au stade de la modification du mandat et enfin, la rémunération qui concerne le suivi du mandat une fois qu'il est activé. Donc effectivement, quand on parle de rémunération, du notaire dans le mandat de protection future, on pense plutôt à la rémunération à la rédaction. Et là, c'est vrai que, voilà, on va faire un point sur cette partie-là parce qu'il y a une croyance qui est un peu, erronée sur le fait qu'il s'agit d'un émolument et en réalité, ce n'est pas toujours le cas. En fait, il y a 2 types, de situations. Soit on rédige un mandat de protection future pour soi et dans ce cas, il s'agit d'un honoraire libre. Donc, en fait, la réglementation telle qu'elle est rédigée, les émoluments ne sont prévus que pour les mandats de protection future pour autrui. Alors c'est vrai qu'on a pu constater sur, voilà, ces dernières années quand on échangeait avec des notaires, de nombreux notaires pensent qu'ils doivent facturer un émolument, alors qu'en réalité, sur la plupart des mandats qui sont rédigés, les mandats de protection future pour soi, c'est de l'honoraire libre. En revanche, effectivement, le mandat de protection future pour autrui est bien, soumis à émolument et donc pour son établissement, eh bien, c'est 113,20 €. Bon, évidemment, pour le particulier, ça va lui coûter plus puisqu'il doit payer la TVA, mais également aussi les droits d'enregistrement qui s'élèvent à 125 €. Donc, mais pour le notaire, ce qui va revenir, c'est effectivement exclusivement 113,20 €. Et si alors vous savez qu'en termes de mandat de protection future, il est possible d'avoir une acceptation par acte séparé pour le mandataire. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez très bien faire un mandat, que ce soit, pour soi-même ou pour autrui. Vous pouvez faire un mandat de protection future qui ne sera signé que par le mandant initialement et qui sera pas accepté en même temps ou plus tard par le mandataire, dans un acte séparé. Et donc dans ce cas-là, cet acte séparé d'acceptation est lui-même tarifé, à hauteur de 56,59 € hors taxe. Donc voilà, donc là par contre, il n'y a pas d'enregistrement spécifique là-dessus. L'enregistrement ne concerne que l'établissement du mandat lui-même. Alors concernant, le mandat de protection future pour soi, c'est vrai qu'on a pu interroger, pas mal de notaires pour savoir, ceux qui étaient au courant, qu'il s'agissait de bien d'honoraires libres. Eh bien, on les a interrogés pour savoir, quelles étaient leurs pratiques. Alors c'est assez variable. Beaucoup de notaires nous ont dit finalement, ils pratiquaient quelque chose d'assez proche, de l'émolument. Parce qu'ils estiment que c'est un acte, voilà, qui est rédigé, un peu dans l'intérêt général et qui ne veut pas que ce soit dissuasif, pour la personne. Mais d'un autre côté, il y a quand même des situations qui sont extrêmement complexes et pour lesquelles il y a un temps de rédaction, qui doit être, assez important à consacrer et dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut avoir du sens, de s'écarter, on va dire de la pratique de la transposition de l'émolument et d'aller plutôt vers une facturation un peu sur base du temps passé, on pourrait dire. Après, si on regarde, les dispositions légales en matière d'honoraires libres, ce qui est prévu, c'est qu'on doit facturer en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par le professionnel, de la notoriété, des diligences réalisées par le professionnel. Donc en réalité, on ne va pas facturer la même chose, à toutes les personnes. On va facturer effectivement en fonction de tous ces paramètres. De ce fait, de ce qu'on a pu voir dans ceux qui pratiquent une facturation un peu, voilà, qui s'écarte, des 113,20 €, on est plutôt autour des 1 500 € dans le maximum, qui est facturé.
par les notaires. Alors pour ceux qui pratiquent le mandat de protection future, voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, dans la conversation si vous avez, voilà, si vous avez une pratique, telle ou telle, comme ça permettra à tous les gens qui suivent ce webinaire de voir un peu ce que les uns et les autres pratiquent. Voilà. Après, ce que nous, on peut vous dire également, c'est que, parmi les conseillers en gestion de patrimoine, les échanges qu'on a pu avoir, certains sur des patrimoines très élevés, des mandats de protection future peuvent être facturés jusqu'à 5 000 € hors taxe. C'est voilà, c'est une information. Après, ça ne veut pas dire que, il faut, pratiquer, cet honoraire-là, pour les mandats de protection future que vous allez enregistrer. Voilà, c'est un peu au cas par cas en fonction de la situation et de la complexité, du mandat à rédiger. Donc voilà pour la partie, plutôt, rémunération à la rédaction, on va dire, sur la partie, de base. Après, on se rend compte qu'il peut y avoir un autre sujet qui peut être voilà, qui va rajouter un coût supplémentaire, dans la rémunération du notaire, qui est le cas de la rémunération, en cas de signature à distance. Alors c'est vrai que je pense que peu d'entre vous, peut-être, l'ont déjà pratiqué, mais il s'avère que on le voit surtout pour les mandats de protection future, des chefs d'entreprise. On peut avoir, des personnes qui se situent à plusieurs endroits différents et c'est vrai que ça peut ne pas être évident, de devoir réunir tout le monde physiquement chez le même notaire pour faire, son mandat pour signer, le mandat de protection future. Donc on peut tout à fait, finalement s'appuyer sur les dispositions, voilà, en matière du décret de 71 en matière de signature à distance. On peut tout à fait envisager l'intervention d'un notaire en second, et donc voilà, ce notaire en second aura pour mission finalement de, constater le consentement, du mandataire qui sera, chez ce notaire en second ou d'un observateur, d'un contrôleur, voilà, d'une autre personne en fait qui serait, partie au mandat, mais qui ne serait pas présente chez le notaire du mandant. Donc on va considérer que, on va dire le notaire, principal, c'est, le notaire du mandant, chez qui le mandant se trouve et les autres, voilà, parties qui ne sont pas présentes chez le notaire du mandant et qui sont chez un autre notaire et bien, cet autre notaire, facturera également un honoraire qui, pareil, est également un honoraire libre. Alors que si on passe par une procuration authentique, ce qui est, on va dire, en théorie possible, là, on aura l'émolument de 26,41 €, qui est prévu par l'article A444-167 du code de commerce. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la question de la procuration, je vais, on va dire, une petite parenthèse sur ce sujet. Alors aujourd'hui, quand on regarde les textes, il n'y a aucun, obstacle à la signature d'un mandat de protection future par procuration authentique. Mais l'IEJ s'est quand même positionné en défaveur de cette, utilisation pour le mandat de protection future. Alors on peut tout à fait le comprendre, pour le mandant. C'est vrai que ça paraît pas évident d'imaginer que le mandant va signer son mandat de protection future par procuration authentique. La présence chez, le notaire, semble vraiment, incontournable. Par contre, c'est vrai que, il y a aucune raison, de ne pas pouvoir passer par une procuration authentique pour le mandataire, hein, s'il ne peut pas être présent. Ça permet d'éviter d'avoir recours à un notaire en second. Et puis, voilà, comme il est prévu de toute façon qu'il peut y avoir une acceptation, par acte séparé, rien n'impose que cette acceptation par acte séparé, soit fait, chez le même notaire, en fait. Donc, ce qui est obligatoire effectivement, c'est que cette acceptation, elle doit être obligatoirement, hem, faite, par acte authentique, voilà. Mais par contre, rien n'empêche que ce soit le même notaire. Donc finalement, avoir, voilà, donc c'est après c'est plus pour l'acceptation avec un notaire en second, mais pour la procuration authentique, en tout cas, il y a moins de difficultés, sur ce sujet et on sait qu'il y a des notaires qui pratiquent la procuration authentique, pour, la signature, du mandat, de protection future. Alors sur le mandat de protection future pour autrui, on va, effectivement, appliquer, voilà, les règles
du décret de 2024 qui prévoit qu'il n'y a pas de partage d'émoluments parce que c'est un émolument qui est fixe, en fait, il n'est pas proportionnel. Donc le notaire en second, on part du principe que ce sera une acceptation par acte séparé. Donc il va facturer un émolument de 56,59 €. Et pareil pour la procuration authentique, ce sera un émolument de 26,41 €. Donc voilà sur la partie rémunération, donc on a fait un peu le tour. Effectivement, il y a la partie rémunération, on va dire, globale, enfin sur la rédaction et après il y a tout ce qui va concerner, l'acceptation et la signature à distance. Alors maintenant, on va plutôt s'intéresser à la rémunération, concernant la modification du mandat de protection future. Donc finalement, c'est assez simple. Pour le mandat de protection future, pour soi, on est sur de l'honoraire libre. Toujours. Donc que ce soit la révocation du mandataire, la renonciation par le mandataire ou la modification, qui va nécessiter la signature d'un avenant au mandat, eh bien, on est sur de l'honoraire libre. Donc effectivement, on peut envisager, un peu tout type de montant. Ça va dépendre de la situation, qui a été, voilà, entre, on va dire, 120 € et peut-être 1 500 € selon la complexité des modifications à mettre en œuvre. Pour le mandat de protection future pour autrui, on est sur un émolument, donc révocation et renonciation, sont au même montant, c'est 56,59 € et pour la modification, en fait, on se trouve dans une situation comparable à l'établissement. En fait, ça reste l'établissement d'un acte, donc on n'a pas d'autres émoluments qui sont prévus. Donc c'est bien l'émolument, relatif à l'établissement, parce que finalement les modifications, c'est l'établissement d'un nouveau mandat finalement, parce qu'on va modifier et on va le refaire intégralement, vu qu'on va voilà, c'est peut-être pas conseillé d'avoir un mandat en plusieurs parties. Autant resigner intégralement et donc on va se retrouver avec un émolument qui est à 113,20 € hors taxe. Donc ça, c'est la partie, modification du mandat. Donc là, il y a pas tellement, d'autres règles voilà, à appliquer, c'est assez simple. Alors le dernier point sur lequel on va passer un petit peu plus, de temps, c'est, la partie sur, la rémunération après activation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, la première chose dont va avoir besoin le mandataire au moment de l'activation du mandat, eh bien, c'est la copie authentique parce que, en fait, le souci, c'est que, il va avoir besoin d'une copie authentique papier pour pouvoir se rendre au greffe des tutelles, puisqu'en fait, il n'y a pas en fait, le processus d'activation, il n'est pas du tout digitalisé. Il est, totalement, voilà, il est papier. Donc ça veut dire que le jour où le mandat est activé, alors soit vous avez d'ores et déjà donné une copie authentique à voilà, vos clients au moment, de la rédaction du mandat. Alors vous avez certains notaires qui, préfèrent ne pas donner le copie authentique, même si voilà, en principe, effectivement, on donne la copie authentique, mais pour être sûr d'être informé, en fait, au moment de l'activation. Alors ça, c'est une pratique, que l'on voit et donc ça veut dire qu'au moment où le mandat doit être activé, eh bien, le mandataire va devoir se rendre chez le notaire pour récupérer une copie authentique, qu'il puisse utiliser pour se rendre au greffe des tutelles pour obtenir effectivement le visa. Sachant que derrière, une fois qu'il a le visa, nous, ce qu'on prévoit dans notre trame, c'est qu'il doit le rapporter chez, le notaire pour que le notaire conserve. En fait, nous, on préconise quand même que le mandat avec la mention d'activation, soit conservé par le notaire qui va rétablir, cette fois-ci, une copie authentique de la copie authentique avec mention, de l'activation. Ça veut dire que des copies authentiques, vous allez en faire une au moment, voilà, en amont de l'activation pour faire en sorte que, le mandataire puisse se rendre au greffe, récupérer, le visa, et la signature, voilà, la position du sceau du greffier et une fois qu'il a, fini, cette opération-là, il va restituer la copie authentique et il va redemander une copie authentique de la copie authentique. Pour faire en sorte que si jamais il égare, le document, vous ayez conservé l'original. Parce que ce serait quand même embêtant de ne plus avoir, d'exemplaire original, du mandat de protection future. Ensuite, effectivement, il y a la partie inventaire. Alors l'inventaire, c'est pas forcément le notaire qui va le réaliser.
C'est à vous de voir selon comment vous voulez gérer la chose. Vous avez le droit, effectivement, en tant qu'officier public ministériel, de faire l'inventaire, mais c'est vrai que si vous voulez faire un inventaire avec, une évaluation, ce que font, voilà, les anciens commissaires-priseurs. Ce que dit d'ailleurs, quand on en discute avec Élodie et qu'elle vous confirmera, hein, peut-être par un signe de la tête, c'est qu'effectivement elle, elle préférait, hein, parce qu'elle a été, tutrice, dans le cadre de la l'UDAF pendant longtemps et donc elle préférait avoir recours à un commissaire-priseur, comme ça il réalisait l'inventaire avec la priseuse, ce qui permettait d'avoir, non seulement un inventaire, qui liste les biens, mais qui en détermine également, la valeur. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un inventaire, toujours est-il que, cet inventaire, vous avez la possibilité, vous aussi, de le faire en tant que notaire. C'est tout à fait, possible, mais c'est à vous de voir, voilà. Alors lui, par contre, il fait l'objet, d'un émolument parce que tout ce qui est post-activation, heu fait l'objet d'un émolument, contrairement, au mandat de protection future pour soi, où on est sur de l'honoraire libre. Une fois qu'on est au stade de l'activation, on n'est plus sur de l'honoraire libre, on est sur, de l'émolument. Donc que ce soit voilà et après il y a effectivement sur la partie inventaire, mais il y a aussi, tout ce qui va concerner le suivi des comptes. Alors petit rappel sur la question du suivi des comptes, il ne s'agit pas de faire un contrôle approfondi, on a une jurisprudence là-dessus et puis c'est vrai que si on regarde les textes en fait, tout bêtement, du code civil, ce qui est prévu, ce n'est pas le fait que le notaire fasse, voilà, sa mission, c'est d'être dépositaire des comptes, chaque année. Donc ça veut dire que vous devez vraiment vérifier que chaque année vous recevez bien les comptes et si jamais il s'avère qu'il y a des mouvements qui semblent anormaux, vous devez en tant que notaire, voilà, avertir le juge des tutelles. Mais en réalité, ce que prévoit aussi le code civil, c'est la nécessité, d'organiser le contrôle et d'ailleurs, on voit bien comment ce texte a été interprété, par, l'administration finalement, pour la partie mandat de protection future pour soi sous seing privé, puisque dans les CERFA, il est bien indiqué qu'un contrôleur doit être désigné et cette possibilité-là est tout à fait envisageable, vu les textes, hein, comme de la manière dont ils ont été rédigés. Voilà, le mandat initialement rédigé peut intégrer la désignation d'un contrôleur qui, lui, aura une mission de contrôle, beaucoup plus, voilà, qui est véritablement approfondie au sens où on l'entend, en matière, de tutelle notamment. Donc en fait, pour ce suivi des comptes, on va dire, qui est plus un suivi, on va dire de contrôle formel, un peu comme un greffier, voilà, qui vérifie qu'on lui dépose bien le bilan, le compte de résultat, un greffier des tutelles, quoi. Un greffier pardon du tribunal de commerce, et bien, pour ce suivi-là, ce de l'émolument qui est, déterminé en fonction alors c'est un peu particulier, c'est assez rare que des émoluments soient déterminés comme ça, mais en fonction du montant des recettes ou des dépenses. Donc ça veut dire que vous allez prendre la somme, des ressources de la personne et vous allez prendre également la somme des dépenses de la personne. Vous allez prendre la somme la plus élevée des 2. Bon, a priori, c'est les recettes, mais il arrive parfois malheureusement, que ce soit les dépenses et qu'il y ait, voilà, un budget qui n'est pas équilibré, qui nécessite de puiser dans le capital, en fait, hein, chaque année et c'est cette somme-là qui va servir d'assiette de calcul, aux honoraires, enfin aux émoluments du notaire qui vont être donc, si, ce total est inférieur à 25 000, c'est 113 €. Il est compris entre 25 000 et 65 000, c'est 188 € hors taxes et s'il est supérieur à 65 000 €, c'est 339, € 58 hors taxes. Alors ça ne s'additionne pas, hein, c'est vraiment à chaque fois, on va sélectionner, la somme qui correspond à la tranche, de revenus, concernée. Donc si par exemple, voilà, c'est un revenu de 100 000 €, ce sera 339 € 58. Donc c'est effectivement un montant qui est très faible, ce qui peut, voilà, qui peut paraître un peu surprenant. Donc on peut bien imaginer qu'il n'est pas question qu'un notaire assure le contrôle des comptes de gestion de manière approfondie pour quelqu'un qui aurait par exemple, des revenus de 100 000 €, et un patrimoine d'1 million d'euros. Voilà, on ne peut pas, faire peser une telle responsabilité. L'idée, c'est vraiment que le notaire, sur base de cet, émolument, il s'assure qu'un, des comptes soient effectivement déposés, que l'inventaire soit bien actualisé
en tout cas qu'il y ait une démarche d'actualisation qui a été faite et de vérifier que le contrôleur ne fasse pas un retour problématique sur le contenu. Donc ça veut dire que le boulot du notaire, ça doit s'assurer que formellement les comptes, semblent corrects et que, le rapport du contrôleur, ne mentionne pas de difficultés. Donc voilà, ce qui est logique, hein, parce que pour cet, émolument-là, c'est vrai que, ça paraît assez, voilà, un travail qui paraît, cohérent par rapport à la rémunération qui se trouve en face. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que s'il y avait, voilà, une centaine, de mandats activés, si, il fallait faire, voilà, un contrôle approfondi, pour les 100 mandats pour un tarif de 339 €, ce serait évidemment très compliqué. Par exemple, s'il y a des patrimoines très élevés. Donc ceci étant précisé, on peut aussi se poser la question, mais alors du coup, quelle est, la rémunération pour le contrôle approfondi? Heu, Parce qu'au final est-ce que le notaire, peut prendre en charge ce contrôle approfondi? Alors déjà, c'est quand même très intéressant de s'inspirer, des tutelles, enfin des règles applicables en matière de tutelle. Comme vous le savez, depuis les dernières réformes, maintenant ce n'est plus le greffier qui assure, le contrôle, des comptes, le greffier des tutelles. Maintenant ça a été, externalisé et donc le, juge des tutelles a la possibilité de désigner un professionnel qualifié, qui se trouve donc sur une liste en fait, heu, qui est donc, voilà, établie par le procureur de la République et donc, ce professionnel qualifié, il va assurer, vraiment un contrôle approfondi des comptes et il lui est attribué, un émolument proportionnel par tranche. Donc, ce professionnel qualifié, qui peut-il être? Dans la liste des personnes qui peuvent se faire inscrire sans avoir à justifier de compétences, eh bien, il y a les notaires. Les notaires peuvent tout à fait, s'ils le souhaitent, voilà, se faire, être demandé au procureur de les inscrire sur, la liste des professionnels qualifiés qui pourront être sollicités dans le cadre de contrôle des comptes de la tutelle. Donc, quels sont les émoluments applicables en la matière? Bien, on a un système de tranches, c'est en fonction, si vous voulez, il y a 2 parties. Il y a une partie qui va être, voilà, déterminée pour les personnes qui ont, de faibles revenus, donc en dessous, du RSA ou, et avec ou sans, patrimoine. En fonction de l'importance du patrimoine, donc c'est que pour ainsi dire gratuit ou à un coût, symbolique pour les personnes qui sont au niveau en dessous du RSA et pour les autres personnes, bon, on a un système par tranche où là, en revanche, ça va s'additionner et donc si voilà, selon la tranche où vous vous situez, vous allez avoir, différents calculs donc voilà, il suffit de faire un petit tableau Excel, pour déterminer, le montant exact mais grosso modo, on a un système où ça va calculer un émolument de base en fonction de l'importance des ressources de la personne et par ailleurs, vous avez un système de majoration, en fonction de l'importance du patrimoine. C'est-à-dire qu'on va prendre, la somme qu'on a obtenue par l'application du tableau, avec les tranches et on va majorer soit à 30 soit à 75 la somme obtenue en fonction, de du montant du patrimoine, de la personne. Donc si on prend par exemple un budget de 50 000 € avec un patrimoine de plus de 200 000 €, on arrive, pour faire ce contrôle à 737,59 € et si on prend par exemple un budget de 100 000 € avec un patrimoine de plus de, 200 000 €, on est à 1 700 €. Donc vous voyez, on est très loin, des sommes qu'on indiquait tout à l'heure qui vont de 113 € à 339 €. Et donc c'est vrai qu'on peut tout à fait s'inspirer, de cette, réglementation, sachant qu'effectivement ce système de contrôle de gestion, avec désignation d'un professionnel qualifié, il ne s'applique normalement qu'en tutelle. Il faut quand même pas oublier qu'il est aussi applicable en matière de mandat de protection future parce qu'à tout moment, le juge des tutelles peut exiger que les règles relatives au contrôle de la tutelle s'appliquent au mandat. Donc ça veut dire dans ce cas-là, en fait, c'est le juge des tutelles qui va dire désigner un professionnel qualifié, pour assurer le contrôle et on appliquera ces barèmes-là.
Voilà. Mais on peut tout à fait envisager, contractualiser ce système et dire qu'on va désigner un professionnel qualifié, que le notaire sera en capacité finalement de faire désigner un professionnel qualifié qui aura dont les honoraires seront calculés, par exemple, sur base, des tarifs qui sont mentionnés dans le décret, et l'arrêté pardon de 2024. Donc, ce qui signifie qu'on peut tout à fait et il se trouve que, bah, les notaires étant naturellement considérés comme des personnes alors vous avez les mandataires judiciaires aussi qui peuvent très facilement se faire inscrire, les commissaires de justice et donc, les huissiers, les notaires qui peuvent sur simple demande être inscrits donc on peut l'être soit enfin, finalement, un notaire peut choisir de désigner un autre notaire qui a décidé de se spécialiser là-dedans, de manière, contractuelle pour, assurer, le contrôle de gestion. Donc c'est une rémunération possible pour le notaire en complément. Donc, voilà, le notaire qui enregistre le mandat, ça paraît voilà, pour l'instant, on n'a pas tellement de pratique, mais on pourrait imaginer qu'on applique aussi, cette tarification. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est préférable de dire que le notaire va assurer le notaire rédacteur assurera le suivi et que le contrôle soit confié à un autre professionnel ou à un membre de la famille évidemment, mais si on décide de le confier à un professionnel, on peut tout à fait s'appuyer. Ça peut être un autre notaire ou un autre type de professionnel et on peut s'appuyer sur, cette tarification là. Et j'aimerais bien savoir s'il y en a qui ignoraient que c'était un honoraire libre. Ça m'intéresse de savoir si c'est un petit sondage rapide. Est-ce que certains d'entre vous ignoraient qu'on était sur de l'honoraire libre pour le mandat de protection future pour soi? Donc, c'est vrai qu'on le constate et c'est alors la raison pour laquelle il y a un vrai doute là-dessus, c'est que, dans le code de commerce, il est visé l'article 477 alinéa 3. Alors effectivement, il est dit: «Le mandat de protection future rédigé, heu, au titre de l'article 477 alinéa 3» et donc c'est vrai que si on ne va pas voir, quel est ce que dit l'alinéa 3, on ne se rend pas compte que c'est pas le mandat de protection future. En réalité, c'est le mandat de protection future pour autrui. Parce que l'alinéa 3 de l'article 477, en fait, c'est l'alinéa qui concerne le mandat de protection future pour autrui. D'où, voilà, d'où le fait qu'il peut y avoir et c'est vrai que même dans les logiciels métiers, c'est parfois pas bien clairement dit. J'en ai déjà discuté notamment avec, du coup, les personnes de Genapi, voilà, ils savent que c'est un point sur lequel il faut qu'ils clarifient, pour éviter qu'effectivement il y ait un voilà, qu'il y ait un doute, en fait, non, non, c'est une volonté réelle parce que, si vous voulez, le mandat de protection future, pour soi, n'est pas du tout, un monopole du notaire, en fait, hein. On peut avoir un mandat de protection future sous seing privé, contresigné par avocat. Donc à partir du moment où il y a pas de monopole, dans la logique, on va dire textuelle, il ne doit pas y avoir d'émolument. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est logique que ce soit pas, de l'émolument, mais bien de l'honoraire libre. Alors que sur le mandat de protection future pour autrui, on est sur un vrai, monopole. On ne peut pas faire de mandat contresigné par avocat pour le mandat de protection future pour autrui et donc c'est logique qu'on soit sur un émolument. Donc finalement, j'ai envie de dire peut-être vous avez intérêt à ce que, cet acte reste, ouvert aussi aux sous seing privés parce que ça vous donne un espace de liberté et franchement, quand il s'agit de rédiger des mandats un peu complexes, c'est quand même assez, légitime de pouvoir facturer une somme, un peu plus importante que juste 113,20 €, sinon c'est un peu un frein à ce que les notaires acceptent de rédiger des choses un peu plus élaborées. C'est vraiment la volonté du législateur, ça rentre, dans la logique en fait, de ce que de voilà, de ce qui s'applique, dans ce type de pour ce enfin pour la dans la réglementation des notaires en fait. En gros, dès qu'il y a monopole, il y a émolument, quand il y a pas monopole, il y a pas émolument. J'espère que vous avez appris, des choses, qui vous serviront, pour, voilà, mieux, facturer, organiser la facturation, de vos mandats. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.